Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon avis sur quelques titres graphiques que j'ai lus au cours de ces dernières semaines. Ce sont des livres que j'ai lus entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. J'en ai 6 aujourd'hui à vous présenter. Vous allez voir qu'on va passer par un petit peu tous les genres, que ce soit du comics, de l'album jeunesse, du manga, du roman graphique, enfin voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Par contre, je les ai pas avec moi. Il y en a plusieurs que j'ai lus en version numérique et puis il y en a d'autres que j'ai lus en version papier, mais que je n'ai pas sur moi, étant donné qu'en ce moment je suis à cheval sur 3 régions. C'est un petit peu compliqué. Du coup, je vous afficherai des images pour tout ça. J'essaierai aussi de vous trouver à chaque fois des images de planches à l'intérieur pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte du style de dessin, parce que c'est quand même assez important quand on parle de graphique. Pour commencer, du coup, je vais vous parler d'un album par Jessica Love. Il s'agit de Juliane au mariage. Et c'est en fait un album qui vient dans la continuité de l'album qu'elle avait déjà sorti, qui s'appelait Juliane est une sirène. Ce sont des titres du coup américains au départ, qui ont été traduits en français et qui sont publiés à l'école des loisirs. Et du coup, à la fin du mois d'avril, il y a donc Juliane au mariage qui est sorti en français. Julian, c'est un petit garçon qui est issu de la communauté afro-américaine qui aime beaucoup porter des robes et qui se pose un petit peu des questions. C'est un petit garçon vraiment très malicieux et très mignon qu'on voit beaucoup évoluer aux côtés de sa grand-mère, qui est une femme vraiment géniale. Donc cette fois-ci, on le suit alors qu'ils sont invités au mariage de deux femmes. C'était vraiment très chouette, j'aime beaucoup les dessins. À nouveau, on retrouve Juliane avec un petit peu ses questionnements, etc. Puis un certain goût aussi pour les vêtements. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler d'enfants trans dans ce cas de figure. Mais je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui vient un petit peu casser les codes et qui interroge un petit peu sur le fait d'avoir vraiment besoin que ce soit aussi genré que ça, etc. Pour moi, on est plus dans ce domaine. Après, je sais pas si c'est le choix qui est fait parce que c'est un enfant vraiment jeune. Mais voilà, en tout cas, c'est un titre vraiment très chouette. Je vous recommande très chaudement ces deux albums. J'aime beaucoup les illustrations au pastel. C'est un titre qui est très bienveillant, il y a une très chouette représentation, enfin voilà, la grand-mère comme je vous disais est vraiment super. Donc voilà, vraiment je vous recommande ces deux albums de Jessica Love si ça vous intéresse, si vous êtes à la fois intéressé par les albums jeunesse et puis par tout ce qui est un petit peu des questions LGBT, etc. Ensuite, on va passer à L'homme de la situation par Lou Luby. Celui-ci c'est un roman graphique, il fait à peu près 150 pages de mémoire. C'est un titre que j'ai pas franchement apprécié et j'en suis la première déçue. Je crois que c'est le seul qui m'a un peu déçue dans cette sélection. L'homme de la situation, ça me faisait très envie parce que j'aime beaucoup ce que fait Lou Luby. C'est une dessinatrice que j'avais déjà lu dans Goupil ou Face, qu'elle avait écrit toute seule et qui parle de troubles bipolaires. Et puis je l'avais également adoré dans La fille dans l'écran, qu'elle avait coécrit avec Manon Desvaux. Donc voilà, c'est vraiment deux titres que je vous recommande pour le coup très chaudement, qui font partie vraiment de mes incontournables en termes de graphique. Chacun dans leur genre, l'un en fiction avec à nouveau une thématique LGBT et puis l'autre dans un côté plus documentaire et qui explique une maladie. Donc voilà, c'est vraiment deux titres que j'aime beaucoup, donc j'y allais vraiment confiante sur L'homme de la situation et malheureusement ça l'a pas vraiment fait avec moi. J'aime toujours bien le style de dessin de Lou Luby, même si ici elle est partie sur quelque chose de beaucoup plus sombre avec une ambiance un petit peu thriller. On va suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Manu, qui est instituteur et qui est vraiment très passionné par son travail. Et en fait, il attend depuis longtemps une promotion qu'on lui a un peu fait espérer et il va se rendre compte qu'en fait sa promotion a été donnée à une femme qui n'est pas franchement plus compétente que lui, enfin on ne sait pas vraiment, mais en tout cas on nous laisse comprendre qu'on lui a donné, qu'on a donné ce poste à cette femme parce que c'est une femme et que du coup ils avaient besoin de mettre une femme à un poste un peu important, enfin bref voilà. Du coup Manu est vraiment très vénère, il va un petit peu partir en vrille, c'est également à ce moment-là qu'il va faire la rencontre d'une famille qui est rome et qui vit dans un hôtel. Et c'est une famille un peu spéciale et c'est également un hôtel un peu spécial, il y a une dimension fantastique derrière. Et du coup il va y avoir toute une histoire puisque étant donné que la famille est analphabète, Manu va décider de leur apprendre à lire, etc. De scolariser finalement ces enfants-là sur le temps qu'il est en arrêt de travail. Donc voilà, du coup ça parle de tout ça avec donc l'enseignement auprès de cette famille déscolarisée, etc. C'est un titre que j'ai pas franchement apprécié pour pas mal de raisons. La première chose assez basique, c'est que le personnage de Manu est très antipathique. En tout cas moi c'est un personnage avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Donc voilà, j'étais pas très
très prise par le récit parce que ce qui lui arrivait m'importait pas tant que ça. Je trouvais qu'il avait vraiment des comportements pas terribles. Et je trouve que autant ces comportements sont vraiment suffisamment forts, suffisamment fortement montrés par Lulubi pour qu'on comprenne que ce n'est pas normal, autant c'est pas franchement dit, c'est pas franchement dénoncé que ces comportements-là sont pas normaux et qu'il aurait besoin de faire quelque chose dessus. C'est-à-dire qu'en fait il y a une de ses ex qui va recroiser et qui va lui dire, mais comme de toute façon la relation est compliquée entre les deux, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et puis après, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est le côté, le fait d'utiliser en fait une famille rom. Je trouve que ça n'avait pas d'intérêt. La raison de pourquoi ces enfants sont là, les enfants déscolarisés, etc. Tout ça, ok. Mais le fait, en fait, d'en faire une famille rom, je trouve ça un petit peu étrange. Alors, je pense que c'est pour coller avec une espèce de malédiction qu'on va mentionner. Sauf que finalement je trouve que ça renforce un petit peu le cliché des Roms qui sont analphabètes et qui scolarisent pas leurs enfants et qui restent entre eux, enfin voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et en plus de ça, finalement cette famille Rom dirige un hôtel, ce qui je trouve quand même pas très cohérent. Je pense pas du tout que ce soit fait volontairement de ce côté-là, mais je trouve que du coup c'est un peu maladroit et que cette communauté n'a pas besoin de ce type de récit qui leur donne ce type de rôle en fait. Voilà, c'était plutôt ça qui m'a un peu dérangée. J'ai trouvé également que la fin était un petit peu rapide, mais voilà. Donc bref, ça n'a pas été une lecture qui m'a franchement convaincue. Ensuite, j'ai lu par contre un titre qui m'a beaucoup plu, à savoir Snapdragon par Kat Ley. Il s'agit du dernier titre en date, la dernière sortie en date des éditions Kinaï, qui est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. C'est une maison d'édition assez récente qui publie beaucoup de traductions des comics américains, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Et ce titre Snapdragon, c'est vraiment dans la continuité de leur série Le Garçon Sorcière. Si vous avez lu, si vous avez aimé Le Garçon Sorcière, qui est vraiment d'ailleurs une excellente série qui est terminée maintenant en 3 tomes, je pense franchement que Snapdragon vous plaira parce qu'on y retrouve pas mal de thèmes communs, notamment en termes d'acceptation, en termes de diversité, de représentation, en termes également de personnages LGBT, et puis avec un côté magique, etc. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans Le Garçon Sorcière et qui fonctionne également très bien dans Snapdragon. Par contre, les histoires sont vraiment différentes. Dans Snapdragon, on va suivre les aventures de Snap, qui est une jeune fille un peu différente des autres, un petit peu à l'écart des autres. Et en fait, Snap a entendu parler du fait qu'il y avait une sorcière dans la forêt voisine, et elle va rencontrer cette sorcière qui s'appelle Jax. Et en fait, c'est une sorcière franchement pas comme les autres, qui fait de la moto et qui a un côté très, très particulier, qui joue beaucoup avec les codes du genre également. Et en fait, Jax, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les cadavres des animaux, notamment tous ceux qui ont été percutés sur la route, ce genre de choses, et qu'en fait, ensuite, elle en fait quelque chose pour donner une nouvelle utilité à ce corps des animaux, et voilà, c'est vraiment très chouette. Et finalement, Snap va lui demander un petit peu de la prendre sous son aile pour lui faire une sorte d'apprentissage. Et puis on a également le personnage de Lulu, qui est un enfant qui est très proche de Snap et qu'on va suivre dans son évolution puisque c'est un enfant trans. Et voilà, c'était vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé. C'est très très, enfin, c'est vraiment un album très très sympa. Il est assez cher, mais il fait 250 pages, donc c'est vraiment une histoire très complète. Mais c'est vrai qu'il a quand même un certain prix, je suis bien d'accord, mais bon, après je me dis que voilà, Kinaï c'est une maison d'édition qui est assez récente. Et je comprends que voilà, qu'ils aient besoin aussi de ce prix-là pour que ça fonctionne pour eux. Et voilà, je vous recommande franchement. Le seul petit bémol que j'aurais à faire par rapport à Snapdragon, c'est que je trouve que les dessins sont parfois un petit peu trop caricaturaux. Le style de dessin me plaît plutôt pas mal dans tout ce qui est des scènes calmes, mais dans les scènes un petit peu d'action ou ce genre de choses, je trouve que les visages peuvent être un petit peu caricaturaux par rapport à ce que moi j'aime, en sachant que je sais que je suis assez difficile en termes d'illustration. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un titre que je vous recommande chaudement de découvrir. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture de Alicia Prima Ballerina Assoluta, qui est lui aussi une très belle découverte. On est à nouveau on est cette fois-ci vraiment sur un roman graphique qui est lui aussi assez long. On est sur un titre qui fait, je crois, alors je sais plus si c'est 150 ou 180 pages, enfin quelque chose comme ça. Une histoire en tout cas complète.
Et donc c'est par Eileen Hofer et Mayalen Gust. C'est un titre qui parle de Cuba dans une période post-révolution, au moment où Fidel Castro est au pouvoir. Il va décider en fait d'utiliser le ballet comme véritable arme de propagande, aussi bien au sein de son pays qu'à l'étranger, comme marque de fabrique, enfin comme une sorte de marque de fabrique de Cuba, et puis de montrer que c'est une preuve de réussite, un symbole de la réussite sous le castrisme. Et en l'occurrence, on va suivre du coup l'histoire de Alicia Alonso, qui est la première ballerine qui a été ballerine étoile à Cuba. Et on va voir du coup comment est-ce le rôle qu'elle a joué justement dans toute cette propagande, et de voir qu'elle n'était pas franchement toujours convaincue, que c'était pas franchement son objectif. Et puis donc on suit Alicia à différentes époques, et on suit également Amanda dans une époque beaucoup plus actuelle, qui rêve également de devenir ballerine, et qui du coup, comme toutes les jeunes ballerines de cet âge-là, de cette génération-là, admire très fortement Alicia Alonso. Et puis on va également suivre d'autres personnages, on va voir un petit peu à chaque fois leur lien avec le ballet. C'était vraiment très chouette. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé les dessins, que je trouve très doux. C'est un style plutôt crayonné au crayon de couleur. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette. Je vous recommande vraiment pour le côté historique et propagande, etc. Enfin, vraiment, je trouvais ça très intéressant, très instructif sur l'époque. Alors même si c'est plus un début d'approche sur le côté vraiment propagande, sur le castrisme, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie de se renseigner davantage dessus. Et voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Celui-ci, je l'avais reçu d'ailleurs en service presse de la part des éditions Rue de Sèvres, donc l'école et les loisirs. Et franchement, je les en remercie parce que ça a été une très chouette découverte. Ensuite, j'ai lu Femmes libres de la mythologie. Celui-ci, c'est aux éditions Fleurus. C'est également un service presse que j'avais demandé, puisqu'en fait, dans un roman qu'il m'avait envoyé, il m'avait mis une carte postale à l'effigie de cet album, et j'avais flashé sur l'illustration de cette carte, qui était donc issue de l'album, et du coup, je leur avais demandé si c'était possible de le recevoir. Donc vraiment, le gros point fort de cet album, je dirais que c'est quand même les illustrations, que je trouve juste absolument superbes. C'est tout à fait un style de dessin que j'aime beaucoup, surtout pour un album assez destiné à un public plutôt jeune. Famille de la mythologie, 12 portraits qui nous inspirent, c'est donc un titre qui est un petit peu dans la lignée de Histoire du soir pour filles rebelles ou de Culotté, tout ce genre de choses, mais qui va reprendre du coup des personnages de la mythologie grecque principalement, je crois, dans mythologie grecque et romaine peut-être, et qui va du coup nous présenter leur histoire et nous présenter comment est-ce qu'elles ont été importantes, ce qu'elles ont fait en tant que femmes, leur combat en tant que femmes, puisqu'on voit clairement que la mythologie n'était pas du tout, mais alors pas du tout en faveur des femmes, et qu'il y en a plein qui ont subi plein de choses vraiment pas cool. Et donc voilà, du coup ça parle un petit peu de tout ça, de leur combat, de celles qui ont essayé de lutter contre ça, de montrer une autre version de la femme, etc. Et c'était vraiment très chouette. Les portraits du coup sont bien choisis, et à chaque fois donc on a une page de texte et en face une illustration. Parfois le texte prend plusieurs pages. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Et voilà, si tous ces albums type Histoire du soir pour filles rebelles vous plaisent, et bien je vous invite à découvrir celui-ci qui est moins connu mais qui est également très bien fait. Ensuite on a pour terminer un manga, à savoir le premier tome de Trait pour Trait. C'est un manga dont j'avais beaucoup entendu parler, du coup j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Je pense lire prochainement les suites, puisqu'actuellement on en est à la traduction du tome 3. Le dernier qui est sorti en français c'est le tome 3, et je crois que la série est terminée en 5 tomes, si je vous dis pas de bêtises, pour ce qui est de la version originale. Les tomes sortent quand même de manière assez rapprochée en français, donc je pense qu'on devrait plus trop tarder à avoir la fin de la série. À mon avis, d'ici la fin de l'année 2021, on devrait avoir les 5 tomes en français. C'est donc l'histoire, c'est un manga autobiographique qui est écrit du coup par Akiko Higashimura, si je vous dis pas de bêtises. Et Akiko Higashimura en fait rêve de devenir dessinatrice de shoujo, donc les mangas romances mignons, un peu cucu et un peu souvent très clichés, qui se font beaucoup au Japon.
et elle rêve en fait voilà, de devenir dessinatrice de shoujo. Elle n'est pas du tout une bonne élève en cours, elle s'en fiche un petit peu puisque de toute manière elle dit que tout ça sert à rien, qu'elle veut juste rentrer dans une école de dessin super classique et puis devenir dessinatrice de shoujo. Et comme elle pense, elle a un peu un ego surdimensionné, cette jeune Akiko, et du coup elle est persuadée en fait que son style de dessin est incroyable, qu'elle va devenir la nouvelle coqueluche des mangas, enfin du manga, etc., qu'elle va tout de suite rencontrer un énorme succès, qu'ils vont tomber sous le charme de ses dessins, alors qu'en fait on va se rendre compte assez vite qu'en fait elle a un trait de dessin de shoujo qui est franchement très classique et qui casse pas trois pattes à un canard. Et donc du coup dans toute cette perspective-là, elle va se rendre compte finalement que ça se passe pas tout à fait comme ça, qu'effectivement elle a besoin d'avoir vraiment des bons résultats scolaires ou bien de réussir des concours assez compliqués pour entrer dans les écoles d'art. Et elle va rencontrer en fait un professeur qui va devenir une sorte de mentor, une sorte de guide également pour entrer dans ces écoles d'art. Et du coup voilà, ce premier tome parle de ça, parle de Akiko au lycée, de sa rencontre avec son mentor et des concours, des premières épreuves en fait qu'elle va passer pour entrer dans différentes écoles d'art à travers le Japon. C'était vraiment intéressant dans le sens où on voit vraiment à quel point le manga est une partie intégrante de la culture japonaise et où voilà, de vouloir devenir dessinatrice de shoujo, c'est pas comme en France. En France, j'ai l'impression que si on dirait ça, ce serait un peu comme quelqu'un qui dit qu'il veut devenir chanteur, où on va le regarder, on va lui dire ouais bon peut-être, mais bon t'as quand même pas beaucoup de chance que ce soit vrai. Alors que là-bas, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent et finalement il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir entrer dans le monde du manga et que ça leur paraît davantage normal, davantage standard que la vision que nous on en aurait en France. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Par contre, la relation avec le mentor est quand même très spéciale. C'est quelqu'un de franchement pas très chouette, même si on découvre qu'il a des côtés un peu sensibles, c'est quelqu'un franchement de pas sympa. Et personnellement, je crois que j'aurais juste détesté ses cours et j'y serais pas restée très longtemps. Mais voilà, c'est quelqu'un en fait de très froid, de très dur. Alors apparemment, ces cours de dessin sont très efficaces et ils sont suivis par des personnes, enfin c'est des cours de dessin qui sont ouverts à toute personne, quel que soit leur âge, quelle que soit leur ambition. Mais par contre, vraiment, il est très très sévère et voire méchant en fait avec ses élèves, je trouve. Donc voilà, j'étais pas franchement très très emballée de ce côté-là. Malgré tout, je suis quand même curieuse de découvrir la suite, surtout que logiquement, je pense que la suite logique, c'est qu'Akiko va rentrer dans une école. Et du coup peut-être qu'on verra un petit peu moins cette relation avec son mentor qui est franchement bizarre. C'est pas du tout une relation... Il n'y a pas du tout de relation d'amour ou de trucs bizarres avec différence d'âge, hein, pas du tout. C'est juste vraiment une relation mentor-élève particulière avec un mentor avec un sale tempérament. Voilà. Et par contre, c'est aussi alors, en termes pour le coup de dessin, les dessins de ce manga sont assez standards, je trouve, et c'est un manga avec quand même pas mal de textes, notamment parce que ça explique aussi tout le système des universités, etc. Il y a quand même pas mal, une partie explicative qui est quand même assez importante dans ce manga. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été la découverte du siècle. Je m'attendais à davantage aimer que ça. Mais il n'empêche que ça a été plutôt une bonne lecture et que je suis quand même plutôt curieuse de connaître la suite des aventures d'Akiko et de la suite de son parcours. Sur ce, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été avec toutes les insertions, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres qui vous tentent, s'il y en a certains que vous avez déjà lus et ce que vous en aviez pensé. Et puis donc, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!